Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous métropolitain d'un type très particulier, parce que d'habitude, on a ici un maître d'ouvrage, un grand maître d'ouvrage urbain, un architecte, on parle de projet de territoire. Et là, ce soir, c'est un format un peu différent, parce que ça va être une incursion dans la mégalopole. Donc, vous voyez, on va changer d'échelle totalement, avec Guillermo Wichnik, Guillerme Wichnik, qui est architecte, qui enseigne à la FAU, cette magnifique école brutaliste d'Artigas au cœur de cette mégalopole, et puis qui a été aussi le curateur, le directeur de la Biennale de São Paulo, la Biennale d'architecture, déjà une fois en 2013, et peut-être qu'il reviendra. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on a beaucoup de projets ensemble. Je voudrais saluer l'école de Marne-la-Vallée avec la présence de David Mangin, que je remercie, car c'est une coopération avec l'école qui nous a permis d'organiser cette conférence ce soir. Cette conférence, donc, elle va être sur la question des territoires, j'allais dire, du quotidien, hein, puisque la question de l'espace public va être traitée ici. C'est un thème qui nous est cher à la Cité. Je pense qu'on va aller beaucoup plus en profondeur dans les années qui viennent d'ailleurs. Et je voudrais signaler qu'au pavillon de la Cité universitaire, le pavillon du Brésil, s'ouvre demain une exposition donc, qui a été réalisée par David Mangin et l'équipe de l'école de Marne sur justement la mégalopole de São Paulo. Donc, je parle sous le contrôle de Guillermo. C'est une ville de 22 millions d'habitants, à peu près un territoire de 120 km². C'est absolument énorme. Et ceci va nous amener à d'autres choses. Bon, vous entendez le Grand Paris, vous êtes vous-même, pour ceux qui sont de Marne-la-Vallée, dans le Grand Paris. Mais là, on parle à d'autres échelles. Et c'est ça qui va nous donner le plaisir d'écouter Guillermo. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup à tous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici, de pouvoir partager mes idées avec vous. C'est pas facile pour moi de parler librement en français, alors c'est pour ça que j'ai un texte ici. Je vais le lire, mais j'espère bien qu'il soit compréhensible pour vous. Je voudrais ajouter aussi que demain, c'est l'ouverture de cette exposition à la Maison du Brésil. Et là, David Mangin, il va faire une conférence. Et aussi que moi, la mienne sera à le même horaire que celle d'aujourd'hui, à 7 heures. De demain sera sur São Paulo, et sur la ville de São Paulo au travers d'un travail photographique. Mais aujourd'hui, cette conférence, comme vous savez, sur les espaces publics au Brésil, ou bien sur l'absence d'espace public plutôt. Non? Je commence par remercier David Mangin et l'école d'architecture des villes et des territoires à Marne-la-Vallée pour l'invitation, et aussi à Francis Rambert pour accueillir cette conférence ici, dans ce lieu que j'admire beaucoup. Alors, je voudrais aussi dire que c'est un peu dommage parce que cette présentation d'image a été faite en PowerPoint et c'était nécessaire de transformer en PDF. Alors, c'est ajouté cette borde blanche qu'il n'y avait pas, mais ce n'est pas un grand problème, d'accord? Alors, je commence par ici. C'est une image étonnante, non? Le Brésil possède quelques exemples notables d'espace public. Le premier et le plus évident est la plage de la zone sud de Rio de Janeiro, une sorte d'archétype de la convivialité pacifique entre les diverses classes sociales destinées à une activité de loisir. C'est le symbole d'une culture hédoniste en climat tropical qui représente bien la qualité expansive et peu cérémonieuse des Brésiliens. Je me réfère non seulement à la plage, mais aussi à son calçadão,
ce grand trottoir qui est un espace urbain dessiné et construit, aussi bien que par extension, au parc du Flamengo. Ce paysage artificiel qui prolonge les qualités ludiques de la plage dans le jardin plat à côté des autoroutes en formant un vrai parc urbain. De même, dans une ville plus dure et moins favorisée par la nature, comme São Paulo, le parc Ibirapuera se détache comme un vrai espace public que les habitants de la ville fréquentent quotidiennement, bien qu'il soit malheureusement mal desservi par le transport public. Dans ce parc, la marquise énorme et sinueuse qui fait la liaison entre les édifices se détache en tant qu'un espace étonnant qui permet la réalisation de multiples activités simultanées comme la pratique de la planche à roulettes et la répétition de chorégraphies de street dance, par exemple. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut voir là. C'est exactement, à mon avis, un espace très intéressant parce qu'il est fait dans des sens très précis et très clairs et en même temps, il permet des activités complètement libres. Alors encore à São Paulo, le grand espace libre sous le MASP aussi, non? Le musée d'art de São Paulo est un lieu notable puisqu'il abrite de foires, des spectacles musicaux et aussi de manifestations politiques, tout en disposant de la qualité d'espace fortement dessiné, autant qu'ouvert à l'imprévisibilité des événements. C'est ça exactement ce que je voudrais dire. Aussi, la marquise de Ibirapuera, de Niemeyer, et l'espace sous le MAS, par exemple, sont des espaces d'une architecture très précise et en même temps qui permet d'usage complètement indéterminé en termes de possibilités complètement multiples. Ici, on voit par exemple, quand Lina Bobardi a fait le projet du musée, elle a pensé sur le cirque en bas, par exemple, et ça a passé un jour. Il y a aussi beaucoup de présentations musicales, de manifestations politiques. Le MASP s'est situé exactement à l'Avenida Paulista, qui est un des espaces les plus importants de la ville. Bien, c'était une introduction, mais alors vient la coupure. Cependant, ceux-ci sont clairement des exemples d'exception. Car malgré ces exemples, il faut reconnaître que du point de vue historique, le Brésil n'a guère de relation avec les espaces publics. On peut dire qu'en général, la vie sociale au Brésil se passe plus à l'intérieur des édifices que dans l'espace ouvert de ville. Ici, on voit par exemple, on peut penser que c'est un autre exemple d'espace public, mais ce n'est pas ça. À mon avis, c'est un exemple exactement de cette contradiction. C'est un espace ouvert complètement qui était pensé comme un grand espace public, le Anhangabaú, au centre de la ville de São Paulo, mais c'est un espace où rien ne se passe, qui est complètement vide en général, et qui était avant, quand il était une avenue avec des voitures, était exactement le lieu qui les gens faisaient des manifestations politiques. Mais après la création du parc, c'était comment dire, alors pour le peuple, alors vous avez le parc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Bien. Je parlais que la vie se passe en général dans des espaces fermés. Ce qui est dû évidemment à l'offre précaire des espaces publics, surtout ceux de loisirs dans les villes brésiliennes. Mais pas seulement ça. Il me semble qu'à cause de motifs historiques, nous au Brésil, en tant que société, ne comprenons pas bien ce que serait la sphère publique comme une instance qui identifie et assemble tous. Ça, c'est un autre exemple. La Praça Roosevelt, la place Roosevelt à São Paulo, l'ancienne, parce qu'elle était détruite en 2012. Et maintenant, il a un autre qu'on va voir
plus tard. Mais ça a été construit exactement en 1970 comme un exemple moderniste d'une place qui soit... je pensais un peu à une relation avec l'ancienne Les Halles, une dalle qui était complètement vide tout le temps. C'est très difficile d'accéder. Alors, si d'une part, la société brésilienne est accoutumée à attendre que l'État résolve tout ce problème, c'est un peu comme il arrive en France, je pense. Et à la différence des États-Unis complètement. D'une autre part, elle ne considère pas l'État comme un représentant légitime de ce droit et de ce besoin. Or, il y a entre nous une sorte d'aversion spontanée pour l'État et pour l'idée même de public. Ce qui est évident quand nous n'hésitons pas à jeter des déchets dans les rues, comme si la ville que nous salissons appartenait aux autres, comme si elle n'était pas à nous. En même temps, de façon complémentaire, il en résulte que l'État brésilien ne trouve pas de difficulté à bloquer l'accès public aux espaces qui devraient être publics en installant de grilles et de barrières et en privatisant leur gestion. Cette pratique très récurrente se base sur une perception culturelle selon laquelle ces violences n'emportent pas à la société, puisqu'au fond, la société ne reconnaît pas que les espaces publics lui appartiennent réellement. C'est-à-dire, puisqu'elle ne reconnaît pas comme des espaces de la collectivité. Patrimonialisme est le terme que le théoricien allemand Max Weber a employé pour décrire l'habitude de traiter le sujet public comme s'ils étaient privés. C'est justement ce que révèle le cas brésilien. Malheureusement, et les événements politiques récents le confirment encore aujourd'hui, les questions politiques sont au Brésil constamment traversées de relations personnelles, de proximité et de favoritisme. Car ce pays, qui a été une colonie jusqu'à la première moitié du XIXe siècle et qui a maintenu l'esclavage presque jusqu'au XXe siècle, s'est développé modernement et s'est industrialisé en conservant le trait ségrégationniste de son passé. En décrivant le décalage entre les idées européennes du libéralisme et des penseurs de Lumière et la réalité esclavagiste du Brésil, à propos de romans de l'écrivain Machado de Assis, le critique littéraire Roberto Schwartz a créé l'expression « les idées hors de leur place ». Ici, on voit, c'est un artiste français, Debré, qui a été au Brésil à la mission artistique française et qui exactement a fait ce registre de scènes quotidiennes de la vie de ville, surtout de Rio, au Brésil à ce moment. Et c'est intéressant de voir comme, en général, l'espace public a été occupé par ce type qui était le demi-esclave. Alors, c'était la transition entre l'esclavage et le citoyen libre qui commençait à vendre des produits à la rue. Alors, mais le point ici était exactement le terme « les idées hors de leur place » qui est un concept créé par le critique littéraire Robert Schwartz sur Machado de Assis, qui est un écrivain brésilien qui était demi-noir, alors il était un peu d'origine africaine. Et exactement, dans le roman de Machado de Assis, il commence à créer des situations très intéressantes où on peut voir ce décalage entre les idéaux du libéralisme et de Lumière, et la contradiction entre la bourgeoisie qui emportait ces idéaux et la réalité du pays
qui était complètement différent avec l'esclavage et tout ça. En empruntant cette expression, les idées hors de leur place, ici nous pouvons dire aussi que le concept de sphère publique et par conséquent celui d'espace public est une idée hors de sa place au Brésil. C'est-à-dire, il s'agit d'un concept qui, né en Grèce antique et redéfini dans la France de Lumière, a été peu adopté toutefois dans le cas d'un pays tropical au sud de l'équateur, où les intérêts privés ont toujours conditionné les intérêts publics. Cependant, il y a aussi de motivations liées. Je retourne au point, je vais essayer de penser pourquoi l'absence d'espace public au Brésil. Alors, cependant, il y a aussi de motivations liées à l'histoire urbaine. Pour justifier cette évaluation que je suis en train de faire, la première motivation se réfère à notre tradition portugaise. Dans le cas des Espagnols, par exemple, la construction de villes a toujours suivi la définition de place, la plaza mayor, comme une base pour structurer leur morphologie. Et même le dessin rectiligne et orthogonal de voies atteste la prédominance d'une détermination publique préalable sur la sphère privée qui ne pouvait qu'occuper l'espace déjà déterminé entre les rues. Mais dans le cas portugais, par contre, les villes ont cru plutôt au hasard en suivant une topographie variée, et les espaces publics n'ont eu presque jamais le même rôle déterminant pour l'ensemble qu'ils avaient dans les cas espagnols. Le nom de beaucoup de ces espaces atteste leur origine, largo en portugais. Le largo n'est pas exactement une place, parce qu'il a une autre origine. C'est un élargissement du trottoir dans de terrains triangulaires, en général. C'est-à-dire, c'est ce qui en restant va former une place. Donc la place est une conséquence fortuite et pas l'origine du dessin urbain. Alors, il y a aussi un deuxième facteur historique que je considère important, est la grande pénétration que le modèle urbain de la Charte d'Athènes a eu au Brésil. En formulant l'idéal d'une ville verte, le modèle urbain créé par Le Corbusier substitue l'agitation sur le trottoir au bord du commerce à de amples zones de jardins et d'autoroutes. Ce bucolisme moderniste que plusieurs ont classifié comme anti-urbain et qui est présente à Brasilia, par exemple, est responsable aussi, à mon avis, d'une compréhension équivoque ou superficielle dans l'architecture moderne brésilienne de ce qui sera l'espace public et de ce qui serait sa nature. Ici, on voit, j'aime beaucoup ces photos, les gens qui essaient de faire le chemin dans le grand espace difficile à croiser. Différence d'échelle, l'échelle humaine et l'échelle métaphysique. Il en résulte dans beaucoup de cas des espaces qui sont des esplanades vides. C'est un peu comme le Anhangabaú que je montrais avant à São Paulo. Des esplanades vides sans définition par rapport à leur forme d'usage, comme le commerce qui pourrait donner à ces espaces d'autres fonctions outre celles de passage. Un troisième facteur très important a été le poids de voies pour la circulation de voitures dans la croissance de nos villes. Ainsi, malgré le problème montré ici, beaucoup de villes brésiliennes avaient, bien ou mal, quelques beaux espaces publics, construits en général par des urbanistes européens au début du XXe siècle, dans la période connue comme Belle Époque. Ça, c'est la place de la République à São Paulo, par exemple.
Aujourd'hui, quand on voit cette photo au Brésil, c'est comme un miracle. On ne pense pas que c'était possible un jour. Mais toutefois, à partir des années 50, mais surtout pendant 2 décennies suivantes, dans la période développementiste du régime militaire, les grandes villes du pays ont été redessinées par le grand travaux routiers qui ont sacrifié le peu d'espace public existant au nom du transport automobile. C'est à cette époque qu'on a construit le grand viaduc de 7 km de longueur. Bon, j'ai oublié de commenter. Ici, c'est la marginale Tietê, c'est une grande voie express qui à côté du Rio Tietê. Et ici, c'est très intéressant. C'est un des édifices garage, on dit en français? Des édifices garages qui étaient construits au centre de la ville de São Paulo dans les années 50 et 60. Ça, c'est le premier. C'était de Rino Leve. Rino Leve, c'est un architecte très important, italien-brésilien. Et São Paulo, c'est la ville dans le monde qui a la plus grande quantité d'édifices garages. Parking. Merci. Édifice parking. Alors, je disais, je commençais à parler de ça. Je reviens. C'est à cette époque, les années 60-70, que l'on construit ces grands viaducs de 7 km de longueur, connus comme minhocão. Minhocão en portugais, c'est comme grand ver de terre. qui traverse des zones centrales de la ville de São Paulo. Ici, on voit, tu peux voir, c'est vrai, cette œuvre, c'était exactement le grand symbole de la dictature militaire qui était avec de maires, tout ingénieurs à cette époque, qui ont pensé la ville comme en grande œuvre, qui ont ouvert dans la ville des espaces pour la voiture. Et surtout, cette œuvre était comme en trauma, on dit en traumatisme, parce qu'il a détruit complètement cette région qui était très importante. Et c'est incroyable, c'est l'inauguration du Minhocão, l'ouverture. On peut voir, ce jour-là, il était déjà complètement saturé. Et ça, c'est incroyable. C'est une image que je trouvais à l'Internet. Je veux lire ici. Celle-ci est une image que j'ai trouvée sur l'Internet et qui montre le viaduc achevé avec à son centre la place Roosevelt encore en travaux. Alors, c'est exactement la place que je montrais avant, qui est le cœur de cette œuvre d'autoroute. Quand j'ai vu cette photo, je ne pouvais pas croire le texte sur la photo en affirmant « une ville plus humaine ». Je pensais que cela ne pourrait pas être vrai. Mais c'était vrai. Alors, Revista Manchete, revue Manchete, la plus importante revue du Brésil à ce moment-là. Mais aussi, il était un véhicule du pouvoir, de la dictature, exactement. Une terrible ironie sur la perte de l'humanité d'une ville qui ne devenait qu'une machine brute à faire circuler des personnes sans avoir conservé la valeur d'usage de ces espaces urbains. Comme on peut voir ici, à la même époque, il y a eu les travaux qui ont converti le beau parc Dom Pedro en un entassement répugnant d'avenues et de viaducs sur de parcelles de terrain gazonnés ou de terre enfermés, tout par de grilles et qui, ironiquement, conservent encore le nom parc. Alors, ça était le parc Dom Pedro avant, c'était la île des Amours, un lieu très
romantique de la ville à ce moment. Et le rio, la rivière Tamanduateí, le fleuve Tamanduateí. 2 photos aériennes qui montrent la transformation entre 64 et 70, ce qui a passé, tous les œuvres d'autoroute, la coupure du parc, qui après, et ça était le parc Dom Pedro avant, et puis c'est comme ça. Mais aussi, dans cette photo, on peut voir un travail artistique très intéressant, qui sont des arbres qui volent sur le fleuve. Mais ça, c'était exactement une critique artistique à ce qui a passé. C'est comme le parc mort qui, tout de suite, revient. C'est surréaliste. Si on regarde dans la carte de la ville, tout ce espace-là s'appelle Parque Dom Pedro. C'est un parc, mais se conserve encore le nom, mais on n'en voit pas. On ne voit plus rien. Alors, il y a encore un 4e facteur qui s'ajoute aux autres 3. C'est le dernier. Depuis, je vais passer à des autres choses. Au Brésil, la législation ne stimule pas la création des établissements commerciaux au rez-de-chaussée des édifices, en produisant des trottoirs morts, sans attractivité pour le piéton. Ce sont des trottoirs très antipathiques, presque toujours fermés par des murs ou par des guérites. Voilà un cas typique, c'est ça. La quantité excessive de garages, de parkings dans les immeubles produit très souvent ces immenses murs. Il est évident que ce type de pathologie urbaine n'est que le fruit d'une culture privatiste qui est fortement anti-urbaine et anti-publique. Il faut dire encore que dans cette période déjà citée, les années 60 et 70, devant l'énorme pression immobilière, l'architecture et l'urbanisme ont perdu totalement le prestige social qu'ils avaient déjà eu au Brésil. Ainsi, en peu de temps, un pays qui, à l'étonnement du monde entier, avait construit une nouvelle capitale moderne, commence à considérer l'architecture comme une science cosmétique et superflue. Ce n'est pas par hasard que la meilleure architecture de São Paulo, connue comme école paulista, paulista, ça veut dire ce qui vient de São Paulo, renonce à interagir avec la ville en construisant de grands édifices en béton avec leurs façades aveugles, tournées vers l'intérieur et éclairées à partir de la couverture. D'une certaine façon, ils sont pensés comme de laboratoire d'une nouvelle sociabilité qui serait autonome par rapport à la ville et tournée vers soi-même. Alors, il y a quelques images ici. C'est la faculté de l'architecture, le centre du bâtiment, très, très connu et très étonnant, non? Mais aussi de maisons. C'est une maison projetée, oui, par Artigas. Vila Nova Artigas, c'est le maître de l'école pauliste. C'est lui qui a fait le projet de la faculté et aussi cette maison qui est un peu la même version de la faculté en réduisant pour l'échelle d'une maison. Mais c'est très belle ces photos, j'aime beaucoup. Tout de béton, la maison est presque prête, tu peux habiter. Et aussi, c'est une autre maison. En général, dans cette maison, ça c'est important à dire, Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, et beaucoup d'autres architectes de cette période, de cette école, ils étaient aussi membres du Parti communiste et ils faisaient une architecture très liée à ces idéaux du communisme qui refusait complètement la vie bourgeoise et l'idée
Et alors c'est pour ça qu'ils ont pensé même de maisons comme s'ils étaient espaces publics. Pas d'escalier, rampe. Pas de fenêtre, pas l'idée même d'une maison, l'idée que les enfants, quand ils dessinent une maison, en refusant tout ça et construisant des maisons qui étaient comme de gares d'autoroute, et choses comme ça, sont des idéaux très importants à ce moment. Mais je disais, alors, sont deux idéaux d'une architecture qui n'a pas plus de relation avec la ville parce que la ville était perdue. Alors il décide de faire des choses dedans, de construire comme un nouvel espace d'une sociabilité qu'il décide de créer dedans les édifices. Et c'est ça, ces photos, c'est le symbole plus important de cette idée. Il était un moment très important dans la vie politique de la faculté, mais aussi aujourd'hui, quand on voit dans la faculté, c'est ça, c'est l'espace, l'étage des étudiants. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, à un certain moment, ils ont décidé de faire ça, et c'est très intéressant. Mais c'est la même chose, l'idée d'une architecture qui est comme une infrastructure qui permet toutes les possibilités. Alors, mais maintenant il faut... Ah non, ici c'est bon. Peut-être l'espace antérieur de la faculté d'architecture et urbanisme dessiné par Villanova Artigas soit le meilleur exemple de cet espace public d'un autre ordre, qui n'est pas dans l'espace urbain. C'est la métaphore de quelque chose qui n'existe plus dans la ville. On peut dire la même chose à l'inverse de la belle place couverte du musée brésilien de la sculpture qui a été projetée par Paulo Mendes da Rocha. Ou ici, par exemple, on peut voir. C'est un musée souterrain. Et il a fait ce grand marquise complètement sans fonction. C'est une métaphore. Malheureusement, est fermée par des grilles qui l'entourent. Cette place devient une sorte de mirage écarté de la ville. C'est une autre forme de métaphore. Alors je vais dire deux formes de métaphore, une construisant l'espace intérieur et l'autre en proposant une place publique, mais qui ne devient publique jamais parce que la ville de São Paulo tout le temps fait comme ça, en fermant, en privatisant des espaces. Alors ça marche comme une espèce de métaphore d'un espace public qui n'existe plus. Cette période des années 60 et 70 est exactement le moment où la grande capitale brésilienne subissait des processus de croissance urbaine sans contrôle. Il en résulte la création d'immenses zones informelles, sans régulation publique et en général occupées par de bidonvilles. Quand je me réfère à l'absence de sphère publique dans la ville brésilienne, je pense sans aucun doute au poids de cette ville informelle qui est construite sans aucune aide de l'État. C'est une ville dont l'occupation est si dense qu'elle supprime toutes les possibilités d'existence d'espaces publics. Mais évidemment, à l'exception honorable, est toujours présente des espaces ouverts pour le terrain de foot, qui sont toujours le vrai espace public qu'on trouve dans la ville informelle. Cependant, il faut marquer ici un point de rupture dans mon récit. Alors, je vais faire une transformation dans le cadre que je décris jusqu'à ce moment. En vérité, dans les années récentes, on peut noter des signes de changement dans ce panorama négatif à l'égard des espaces publics. Cela est devenu clair en juin 2013.
quand une série de manifestations a occupé de façon surprenante les rues du pays en revendiquant massivement l'amélioration des services de transport public de ville. Alors, vous avez peut-être vu ça à ce moment-là, en 2013, juin, il y avait beaucoup de manifestations dans tout le pays. Tout le grand ville du pays, on assistait ça. Il était le moment de la Coupe de Confédération, un an avant la Coupe du Monde. Il était étonnant parce qu'on n'imaginait pas ça au Brésil à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a commencé pour des motifs des revendications de valeurs publiques, des espaces publics et des transports publics. Et ça, c'est nouveau, parce que le mouvement social au Brésil ont toujours commencé et revendiqué l'habitation, le logement. Mais l'idée d'espace public et de transport public, c'est complètement différent. C'est une idée même de l'ensemble de la ville, comme droit de la ville. Alors, j'aime beaucoup ces photos parce que c'est exactement une pont. C'est un espace qu'on dit de non-lieu. Les espaces impossibles pour les piétons, qu'en général, on n'imagine pas d'être là-bas sans voiture, mais qui, à ce moment-là, dans la manifestation, c'est pour ça qu'on peut parler un peu comme des exemples situationnistes au Brésil à ce moment, parce qu'il y avait aussi un côté ludique d'expérimenter l'espace de la ville qui est un espace stérile. Alors, ces protestations ont représenté un changement important à l'égard des revendications de mouvements sociaux brésiliens. Si avant ce mouvement luttait surtout pour améliorer les conditions d'habitation, à partir de ce moment-là, les revendications ont été élargies en englobant la défense du transport public, c'est-à-dire la revendication du droit d'aller et de venir et celle de pouvoir utiliser le service et les équipements de la ville. Ce qui veut dire que la valeur d'usage de la ville a surgi comme une demande claire, en dépassant momentanément la demande de la possession d'immeubles. Tout cela a coïncidé avec le moment où la population a commencé à revendiquer clairement les espaces publics. D'une part, en faisant pression pour la création de nouvelles zones de loisirs, comme le mouvement pour le Parque Auguste, qui a défendu la concession d'un terrain privé, la dernière zone verte considérable du centre de la ville, pour l'usage public. On voit ici le grand mouvement défendu pendant plus de 2 ou 3 années la concession de ce terrain à un parc. Très difficile, mais le mouvement politique a été important pour ça. Et d'autre part, en occupant temporairement des structures routières comme si elles étaient des espaces publics, comme c'est notablement le cas du Minhocão, que j'ai déjà mentionné. Ici, par exemple, le festival Baixo Centro était un festival organisé par la société qui se passait pendant 2 ou 3 ans et était très important parce qu'il y a là-bas commencé beaucoup de mouvements artistiques, de collectifs qui ont fait comme ça, de piscine, a commencé une petite piscine de présentation musicale et aussi la même chose, mais aussi comme ça, en faisant... C'est drôle, non? De penser en playground dans la structure de béton de ce viaduc.
À la Biennale d'architecture, que j'étais le commissaire, le curateur, on a fait ça aussi. Ça c'était vraiment une grande piscine, une piscine olympique. Hein. Mais il était un peu froid à ce moment, c'était difficile, malheureusement. Et ça, c'est un événement spontané qui a commencé les gens ont commencé à organiser des fêtes exactement dans le tunnel sous la place Roosevelt, exactement au cœur de structures autoroute de Mioccan, parce que le Mioccan est aérien, mais il va en tunnel et il vient de nouveau aérien après. Alors ça, c'est un phénomène urbain récent qui aussi transforme ces espaces stériles en espaces ludiques de création d'autres types avec imagination. Alors, dans ce cas du Mioccan, ça fait part du Mioccan. Dans ce cas, à mon avis, il s'agit d'un exemple très important puisqu'il représente le sacrifice symbolique de l'espace des voitures en faveur de l'usage ludique par deux personnes. C'est donc un sacrifice à l'inverse. L'espace public qui a été sacrifié en faveur de la voiture quelques décennies avant, maintenant sacrifié symboliquement tout le dimanche est sacrifié tout le dimanche en faveur du piéton. L'idée du sacrifice est importante en ce cas. C'est pour ça qu'il y a une grande dispute. Aujourd'hui, c'est drôle parce que en 2006-2007, à ce moment-là, je commençais à écrire dans le journal Folha de São Paulo. Il y avait un concours d'idées pour quoi faire avec le Mioccan. 10 ans avant. Et à ce moment-là, il était impossible de penser quelque chose sur le Mioccan si tu ne pensais quoi faire avec la voiture. Non? Si tu ne pouvais offrir une possibilité pour la voiture. Aujourd'hui, non. C'est complètement... Il y a deux groupes. Un qui veut transformer le Mioccan dans un parc, comme la promenade plantée ici à Paris, et un autre qui veut démolir le Mioccan. Mais aucune personne qui défend le Mioccan comme il est, ou un tunnel, ou quelque autre chose. Pour tout le monde, c'est clair aujourd'hui qu'il faut faire rien avec la voiture et voir qu'est-ce qui se passe. Mais bon, c'est pour ça l'idée du sacrifice. Il y a beaucoup d'exemples de mouvements activistes aujourd'hui au Brésil qui luttent au travers de l'usage pour la création de nouveaux espaces publics. L'idée d'usage, c'est important. Quand je fais la Biennale 2013, le titre était exactement « La ville, mode de faire, mode d'emploi ». C'est ça? Ways of making, ways of using. Mode d'emploi. Et était à 2013, alors il était exactement juste au moment de manifestation et quand a commencé cette process de penser la ville à travers l'usage. Et ça, c'est très important. Je me réfère surtout à des actions d'art urbain et d'urbanisme tactique qui sont faites par des collectifs d'artistes, d'urbanistes et de personnes liées au mouvement de la cause noire, LGBT, féministe, etc., sous l'inspiration de plusieurs mouvements d'Occupy qui existent aujourd'hui à travers le monde et qui sont fermentés par le contexte politique explosif du pays. Il me semble clair que malgré la régression politique par laquelle nous passons, et justement par rapport à elle, nous sommes en train de vivre un moment de maturité sociale important, où d'une certaine façon, la société n'attend plus les actions de l'État qui semblent n'arriver jamais, et elle a décidé donc de faire l'urbanisme de ses propres mains. Um cas notable é o mouvement A Batata Precisa de Você, em português, que é La Pomme de Terre a Besoin de Vous.
C'est un peu surréaliste, je sais, mais c'est que le nom de la place, c'est le Largo da Batata. Largo, vous voyez, de nouveau. Largo da Batata, c'est Largo de la pomme de terre. Pourquoi? Parce qu'il était exactement au lieu où les agriculteurs, tradition de vendre le produit comme pomme de terre et des autres choses là-bas. Mais ça, c'était au 19e siècle. Hein. Mais il conserve le nom, Largo da Batata. Alors, un groupe a créé le mouvement « La pomme de terre a besoin de vous ». Alors, en cas notable, le mouvement « La pomme de terre a besoin de vous », qui est organisé par un groupe de la société civile à l'égard du Largo da Batata, une place traditionnelle de São Paulo. C'était un ancien marché des agriculteurs qui récemment, après plus de 10 ans de travaux pour le pouvoir public, a été rendu à la ville comme une esplanade déserte. C'est ça qu'on voit. C'est étonnant. Après 10 ans d'œuvre publique, il est prêt. C'est ça. Et on voit, c'est pas possible de croire. Non? Le groupe a commencé en réalisant des activités musicales et des conférences. Ensuite, il s'est lancé dans la fabrication collective de mobilier urbain, en produisant des bancs, des lampes et en plantant des arbres dans la place. C'est simple. Hein? Aujourd'hui, ce groupe représente un des mouvements les plus actifs pour la revendication d'une gestion des espaces publics d'une façon partagée avec la société civile en se basant sur le concept de common en anglais, qui Antonio Negri et Michael Hart soutiennent comme un nouveau paradigme théorique pour penser la sphère publique aujourd'hui. Ça, c'est l'officine de mobilier urbain et un peu une des expériences qu'on voit aujourd'hui là-bas. Un autre mouvement très important est Ocupe Estelita, à Recife, une ville dans la région nord-est du pays. Le mouvement a surgi en raison de la concession de l'ancien hangar du port de la ville au marché immobilier, qui envisageait de le démolir pour construire de immeubles résidentiels, c'est ça. C'est étonnant, au centre de la ville de Recife, la possibilité que ça se passe. Alors, en s'opposant à ce projet, le groupe a fait une occupation très importante pendant beaucoup de temps. Ce mouvement, dont les leaders sont des artistes et des architectes, s'oppose fortement à la tradition de sacrifier les intérêts publics au bénéfice de la spéculation immobilière, en basant sa revendication sur la maxime « La ville est à nous, occupe la ville ». C'est très important aussi parce que je sais à travers David, par exemple, beaucoup de gens ici connaissent ces films qui ont été faits exactement à Recife à ce moment-là. Kleber Mendonça Filho est un metteur en scène très important. Il parle exactement du problème immobilier. Non? Et Recife, c'est la ville la plus activiste au Brésil maintenant, je pense. Et ils ont une conscience très forte de ce qu'il est important de faire résistance aux intérêts immobiliers en faveur des intérêts publics. Et ça, c'est par exemple, c'est ça. La ville est à nous, occupe la ville. Et en occupant le lieu en question pendant 2 mois, le mouvement a eu des répercussions nationales surprenantes et encore aujourd'hui, il est en train d'empêcher effectivement la construction des immeubles. Il s'agit d'un fait inédit au pays. Il faut mentionner aussi le mouvement Praia da Estação, ça veut dire la plage de la gare à Belo Horizonte, la capitale de Minas Gerais. La place de la gare est une place importante de la ville située en face de l'ancienne gare de train.
En 2010, pour éviter l'agglomération de personnes sur la place, la mairie a créé des lois qui interdisaient, par de voies bureaucratiques, son utilisation par la foule. Toutefois, la population a réagi d'une façon immédiate et efficiente en occupant la place de manière festive tous les dimanches. Et comme Minas Gerais est une région qui n'a pas de plage, ce qui est une grande frustration locale, le mouvement a créé d'une façon comique cette plage fausse qui fonctionne religieusement depuis 6 ans encore, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve. C'est incroyable, un mouvement qui continue très fort. Mais est-ce qu'on... Alors, une transformation, et je commence à... Je vais finir. Mais est-ce que l'on peut dire que tout ce mouvement de la société civile est réalisable malgré l'État ou contre l'État? Oui, mais seulement en partie, pas entièrement. Dans le cas spécifique de São Paulo, par exemple, depuis 2013, le maire Fernando Haddad mène une politique municipale très progressive qui est en train de changer dans un sens positif beaucoup de caractéristiques privatistes de la ville. Dans un moment de crise économique, en disposant d'un budget serré, Haddad a réalisé cependant des actions audacieuses. Il a ouvert des avenues pour la circulation exclusive de piétons le dimanche. Il a créé un ample réseau de pistes cyclables et il a amplifié le couloir de bus, ce qui a réduit sensiblement le temps dépensé par les personnes tout le jour dans la circulation routière. En outre, d'une façon très impopulaire, il a réduit la vitesse maximale autorisée sur beaucoup d'avenues de la ville, en réduisant considérablement le nombre d'accidents et aussi les embouteillages. Quand même, et de façon significative, la tentative de réélection de Haddad vient d'échouer. Il a été vaincu par un candidat conservateur qui a promis, par exemple, d'augmenter la vitesse autorisée sur ces avenues. En fin de compte, il s'agit clairement d'une bataille de valeurs dans laquelle l'émergence de valeurs publiques dans la ville est en train de surgir comme une donnée importante, mais malheureusement encore minoritaire par rapport à la défense des droits individuels et des privilèges de ceux qui sont les plus riches et qui contrôlent une grande partie de la presse. Pour finir cette réflexion, je voudrais clarifier pourquoi je comprends l'espace public comme un lieu de conflit. Surtout dans le cas de villes de ce que l'on appelle le troisième monde, à la périphérie du capitalisme. Notre société est sans aucun doute inégale et poussée par des intérêts en conflit. Donc, il n'y a rien de plus idéologique que l'espace public conçu comme un lieu pacifié. Une conception que plusieurs architectes aiment défendre d'une façon très souvent non critique. Au moment de dessiner une place, beaucoup d'architectes brésiliens aiment penser à cause d'une sorte de tic culturel ou par paresse mentale que l'espace projeté deviendra naturellement une agora d'Athènes ou un jardin de Luxembourg de Paris. Toutefois, en réalité, les citoyens n'y iront pas pour décider la politique de la ville et ce ne sera pas le cas d'y aller tranquillement pour nourrir le colombe aux places brésiliennes. Celles-ci sont vraiment des idées hors de leur place. Au Brésil et en Amérique latine en général, l'espace public est véritablement public quand il gêne, quand il faut de bruit, en signalant qu'il est en train d'être vraiment utilisé. C'est le cas de la nouvelle
place Roosevelt à São Paulo. Malgré qu'elle n'ait pas de notable qualité de projet, cette place, qui a été construite après la démolition de l'ancienne place en 2012, a beaucoup d'autres qualités qui se montrent au travers de nombreux conflits qu'elle a dévoilés. Elle a attiré beaucoup de skateurs ou de pratiquants de planches à roulettes qui dérangent les personnes âgées et les familles avec des enfants, par exemple. En outre, les habitants des immeubles autour de la place sont mécontents du bruit qui n'existait pas quand la place était déserte. C'est-à-dire l'usage effectif de la place a amené des problèmes qui en vérité reflètent une bataille pour le droit d'usage de cet espace. À mon avis, il n'y a pas de signal meilleur pour montrer qu'un espace s'est révélé tout à coup vraiment public. Car la sphère publique est l'instance qui doit orchestrer les rivalités et les différences de la société qui est inégale et pleine de conflits. Comme Henri Lefebvre a soutenu, le vrai droit à la ville n'est pas seulement le droit d'utiliser le service de la ville. Il est aussi le droit d'inventer de nouvelles pratiques dans la ville, de nouveaux usages de la ville. C'est exactement cela que la société brésilienne semble être en train de percevoir finalement, après des siècles de léthargie. Merci beaucoup. Une heure. Alors, la parole est ouverte, non? Pour que toi, si tu veux demander quelque chose, on peut discuter. Bonjour. J'aimerais poser une question sur le lien finalement entre espace public et vie politique au Brésil. Donc là, récemment, avec la démission ou plus l'expulsion de la présidente Dilma Rousseff et son remplacement par Michel Temer, est-ce que l'absence d'espace public crée un problème politique au Brésil, justement une absence de vie démocratique? Enfin, c'est sûr que quand on regarde le plan de Brasilia, il me vient en tête tout de suite le plan de Germania en comparaison. Est-ce que le problème de Brasilia, justement, d'une certaine façon, est-ce que c'est devenu une ville totalitaire qui empêche les gens de s'exprimer et la vie politique de faire son chemin telle qu'elle devrait l'être? Merci. Merci. Oui, exactement. J'ai essayé de proposer une relation entre l'absence d'espace public et l'absence de sphère publique au Brésil par rapport à la politique. Alors, on voit des conséquences politiques très compliquées à travers de cette réflexion sur la ville qui est une réflexion sur la société aussi. J'ai essayé aussi de proposer une réflexion sur l'influence de la conception de la Charte d'Athènes à un bucolisme qui empêche un peu les architectes brésiliens de comprendre qu'est-ce qu'est le vrai espace public en termes de vie urbaine. Mais en même temps, il faut ajouter une chose ici. Je pense que nous avons une tradition très forte et importante d'architecture moderne au Brésil. Mais notre urbanisme est très faible, on dit faible. L'urbanisme, il y a presque l'urbanisme au Brésil et ça, c'est un peu à cause de ça. Je pense que le modèle de la Charte d'Athènes a apporté une idée très générique de la ville et de l'espace public qui a contaminé un peu la perception de ce qui est vraiment la ville, le commerce, le reste du chaussée, les espaces contradictoires, tout ça.
En même temps, je ne dirais pas exactement le même que toi sur Brasilia. Je pense que Brasilia est une ville complexe. Et c'est vrai qu'elle est basée sur ces modèles, mais en même temps, aujourd'hui, quand on voyage au Brésil, c'est étonnant parce que le plan pilote, c'est comme un miracle d'une vie qui était possible. Je sais bien qu'il était conçu par de mélangements de classes sociaux qui jamais étaient vrai, non? Mais quand même, tout le ville du Brésil, même du monde, on peut, sont privatisés. Tu vas là et tu veux le mur, le garite, la fortification. Et en Brasilia, tu peux passer et c'est comme un terrain libre qui tu peux accéder. Et alors c'est comme un rêve d'un monde qui était possible, ou presque possible dans un moment, mais qui est plus, mais qui est conservé comme dans un laboratoire là-bas, parce qu'il est patrimoine. Et tu vois, les grands espaces de l'esplanade de Brasilia sont, c'est vrai, sont difficiles à l'échelle pour de mouvements. C'est exactement la réflexion qui a commencé en France avec Haussmann et la Commune de Paris, tout ça. Mais en même temps, c'est un espace vide et libre. Alors, c'est un espace qui est possible de faire de manifestations. Et ce qui a passé dans le moment... le problème récent avec Dilma Rousseff, c'est qu'ils ont... Le pays est tellement coupé aujourd'hui qu'ils ont bâti un mur pour séparer les deux groupes à ce jour-là dans l'esplanade. Et c'était étonnant. Je dois montrer ça, et c'était une bonne idée pour montrer l'esplanade au Brasilia avec un mur au milieu, en séparant que c'est une métaphore très dure de ce qu'est le Brésil maintenant. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur... vous avez passé rapidement dessus. C'est peut-être anecdotique, peut-être pas, mais en fait, ce qui m'intéresse, il y a une partie qui m'intéressait, c'était quand vous parliez des habitats éphémères et des terrains de foot. Et j'avais une question par rapport aux terrains de foot. Est-ce que c'est les habitants qui s'approprient un espace et qui créent leur terrain de foot qui, je pense, doit être un endroit où il y a d'autres manifestations? Donc, est-ce que c'est les habitants eux-mêmes qui... Enfin, je sais que les endroits où il y a de l'habitat éphémère au Brésil, c'est des endroits où c'est dur à habiter, parce qu'en général, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est sur des collines ou sur des choses comme ça. Est-ce que c'est les habitants qui s'occupent de faire leur propre terrain de foot et qui s'approprient un véritable espace public, ou est-ce que la ville aide à créer ce genre d'espace? Il n'a rien avec la ville. C'est complètement les habitants. C'est une chose de création spontanée, qui sont plutôt des espaces qui étaient empêchés d'occuper parce que près de réservoirs de l'eau et des autres, mais qui ont été occupés. Et cette occupation complètement informelle, c'est le propre groupe de gens qui fait ça, qui dans un moment décide de laisser libre un espace qui est conçu exactement comme l'espace qui appartient à tout. Et c'est incroyable. Oui, bonsoir. Il y a beaucoup de choses dans l'exposé, mais je vais essayer de poser 2 ou 3 questions articulées suivant le plan de ton exposé. Le premier, c'est toujours une hypothèse très riche et très utile de relativiser la notion de public, parce qu'en France, on est tellement c'est tellement une évidence pour nous, une seconde nature, que les pouvoirs publics, les pouvoirs publics ont un rôle déterminant, sont supposés avoir en tout cas un rôle déterminant, même si la réalité n'est pas du tout celle-là, notamment dans les périphéries qui se développent aujourd'hui, mais ils sont censés avoir au moins un rôle de régulateur ou d'acteur. Bon. Et c'est effectivement très très minoritaire, y compris en Europe. L'investissement dans
dans la sphère de l'urbanisme et notamment les espaces publics, qui est une chose tout à fait particulière qui n'existe pas aux États-Unis, qui existe très peu en Asie, sauf à négocier des droits aériens où on a des acteurs privés qui fabriquent des espaces publics. Voilà. Cependant, je pense que dans le mot public tel qu'il est employé dans le... Parce que moi j'ai ton texte écrit, alors je peux... je pense qu'il faudrait quand même distinguer, y compris au Brésil, entre le public, l'État, et le pouvoir communal, qui, comme tu le dis toi-même, est assez fort. C'est-à-dire le maire de Rio, le maire de Sao Paulo, ils ont des politiques, c'est peut-être 10% de leur budget, mais ça peut changer les choses suivant l'orientation qu'ils font. Donc il y a quand même des orientations qui sont données sur les grands programmes immobiliers, qu'on accepte ou pas, ou sur d'autres sujets. Donc ça, à cet égard, je pense que ça existe et ça ressemble pour partie à la France, sachant qu'il y a toujours le problème des périmètres d'agglomération qui ne correspondent pas forcément aux sujets principaux, notamment la question des transports. Le deuxième point, je pense que dans l'évocation de la Charte d'Athènes, il manque quand même la question de l'habitat, qui est quand même parce qu'on est dans cette situation assez classique, malheureusement, maintenant, c'est-à-dire de passer d'avoir un espèce d'effet miroir entre des quartiers fermés de riches et des quartiers fermés de pauvres, pour faire clair. Mais ce qui est intéressant au Brésil, c'est qu'au milieu, il y a les favelas, pour ne pas les nommer. Enfin, je ne sais pas si tu fais partie des gens qui disent qu'il ne faut pas employer le mot favela, mais il y a les favelas qui sont quand même, tu dirais à Sao Paulo, 50%, les gens qui habitent, faisons simple, qui sont quand même sans aucun romantisme, mais objectivement, si on regarde la structure urbaine, c'est un système de rues piétonnes à 80%, de rues commerçantes qui fonctionnent plutôt très bien, et peu d'espaces publics, à part effectivement les terrains de foot, très importants. Et pour cause, et ça c'est vrai aussi dans le centre-ville, chaque fois que tu fais un espace public genre jardin ou parc, il est squatté parce qu'il y a le problème du logement. Donc il n'y a pas quasiment de possibilité de fenêtre de tir possible parce qu'immédiatement, il y a un jeu d'occupation et donc la question centrale, elle est comme, alors là à cet égard comme tous les pays, c'est pas tellement la question de bien dessiner des places ou de les faire au moins kitsch ou passéistes, effectivement, ou modernistes, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est de trouver, à mon avis, deux types de choses. Un, les conditions de la rue contemporaine, et ce qui est et des raies de ville actifs, bien plus que de faire des places, parce que on peut les faire bien, on peut les faire mal. On voit bien que dans les histoires que tu racontes, elles se transforment, et puis on les détruit, puis on en refait d'autres, et puis etc. Mais par contre, si on reste dans le système d'une maille autoroutière et dedans un système d'enclos et d'enclaves, eh bien, on n'aura pas d'espace public. On pourra toujours discutailler sur des places, mais c'est complètement à côté du sujet d'un sujet très difficile, c'est créer les conditions de la rue contemporaine. Et pour revenir quand même à la question par quoi tu as commencé, cette extraordinaire invention d'espaces publics mégapolitains que sont la Marquise, etc., qui sont à l'échelle de villes de 20 millions d'habitants, qui fait que les gens, tout d'un coup c'est vide, et puis tout d'un coup c'est plein, tout d'un coup c'est la foule, tout d'un coup, y compris ces grands lieux intérieurs. Ça c'est ce que je trouve assez génial, c'est-à-dire que c'est à la fois, ça peut être très local, comme l'école d'archi par exemple, et en même temps, un jour, faire le grand meeting du campus, et on a ça dans les 3-4 grands exemples de Sao Paulo. Voilà. Comment faire pour travailler sur ça, qu'on n'a pas beaucoup, par exemple, Paris, 12 millions d'habitants, il n'a pas beaucoup d'endroits de ce genre, finalement, de cette taille-là, avec le risque que ça peut être habité, pas habité, et que ça grossit, ou cette espèce d'infra-architecture qui est, elle aussi, a tendance à se refermer. Bon, je suis un peu long, mais c'était mes points. Pardon. Alors, je ne sais pas où est la question là-dedans. Merci David, mais oui, en réfléchissant à partir de ce que tu as parlé et aussi en pensant un peu de votre travaux ici en France, je dois dire qu'il manque dans ma présentation exactement un côté très important qui est qu'est-ce qu'on fait
alors en termes de pouvoir politique et d'architecture et d'urbanisme, parce que je me concentrais à montrer des exemples de la société civile et de l'activisme. Et je suis très conscient de ce qui, ça est important, mais pas suffisant. Et pour une ville à l'échelle de 20 millions d'habitants, et tout ça, et il faut penser en même temps avec ces actions qui sont très importantes d'activisme de la société, mais c'est nécessaire de penser de l'autre côté de la politique publique, comment faire pour transformer et pour engager ces forces de la société dans une direction qui soit intéressante. Une manière très importante, à mon avis, c'est de travailler sur l'infrastructure. Et exactement à ce moment-là, à São Paulo, le secrétaire d'urbanisme est Fernando Melo Franco, qui est un architecte de la même école pauliste et qui a gagné un prix quelques ans à Rotterdam, à Hollande, de la Biennale de Rotterdam, avec un projet d'infrastructure et paysagisme. Il a proposé pour São Paulo un système de parcs avec de l'eau, parce qu'il y a de grands réservoirs de l'eau pour empêcher le... Comment dire ça? Os piscinões. Comment dire? Pru? Réservoir d'eau qui fonctionne pour ça. Et il y a comme à peu près 80 dans la ville de São Paulo, sont immenses. Il était en train de se construire plus. Alors il a proposé d'engager ça parce que la politique dans la mairie est complètement séparée. Par exemple, le secrétariat de l'eau ne parlait pas avec des espaces publics et des autres de logements, sont des actions complètement fragmentées. Et ce qu'il a proposé, c'était de penser d'une forme intégrale. Et il a gagné le prix à Rotterdam et il s'est devenu important après ça. Et après, il est devenu le secrétaire d'urbanisme de la ville. Et il a fait beaucoup de choses importantes justement en faisant la connexion entre multiples réseaux d'actions à l'échelle de la métropole. Par exemple, dans le nouveau plan directeur de la ville qu'ils ont fait, ça est très important, ils ont fait en corridor, anel, comment dire? Anel. Hein? Anneau? Ring, anneau verte autour de la ville, parce que São Paulo maintenant a arrêté la croissance de la ville un peu. Alors, pour maintenir, pour empêcher la croissance vers le sprawl, ils ont fait ça et ils ont stimulé l'agriculture organique familiale dans tous ces espaces. Mais comment faire ça? Ils ont payé pour les gens, pour stimuler des gens pour s'établir là-bas et pour planter. Et aussi, ils paient pour la production et ils utilisent ça dans la nourriture des enfants de l'école publique. Alors ça c'est une manière de faire beaucoup de choses en même temps à l'échelle de la métropole. Un autre exemple intéressant, c'est un projet qui s'appelle Hidroanel. C'est la même, c'est une obsession de São Paulo de faire des anneaux, mais ça c'est un anneau de fleuve, de rivière, parce que si on voit la carte de la ville avec le Tietê et le Pinheiros, les deux importants fleuves, il manque seulement un canal de 20 km. À l'échelle de São Paulo, c'est peu. Si on construit ce canal, on peut fermer et alors c'est possible de faire
le transport de tout ça pour le rivière et empêcher d'entrer le camion dans la ville, tout ça. Alors, ce sont des projets à l'échelle infrastructurelle qui sont très importants en ce moment. Ils sont très sérieux et qui peuvent changer beaucoup la vie de la ville. Bonsoir. J'ai une question sur le rôle de l'architecte. Vous avez mentionné le cas d'Artigas et des autres architectes de l'Escola Paulista qui ont été politiquement engagés. Et je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez sur la profession de l'architecte contemporain, s'il garde toujours à l'esprit la sphère politique, l'engagement. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Il avait une liaison très forte entre architecture et politique au Brésil à ce moment-là de la dictature. D'un autre côté, par exemple, Niemeyer toujours a dit que non. Niemeyer disait tout le temps non. L'architecture, c'est divertissement. Et la politique, c'est une autre chose, c'est plus sérieux. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une boutade, je pense. C'est pour ça qu'Artigas, par exemple, détestait Niemeyer, parce qu'il était un vrai communiste. Il pensait qu'il faut transformer la société à travers le travail de l'architecte. Et il faut montrer ça dans l'œuvre. Mais maintenant, les causes politiques sont disparues à la vie de la profession aujourd'hui. C'est difficile, par exemple, nous n'avons pas au Brésil la carrière d'un architecte public qui travaille comme un docteur, qui va à l'intérieur du pays pour faire des choses qui sont importantes pour les gens. Ça n'existe pas. Alors, l'idéal d'un élève qui étudie d'architecture est de pouvoir ouvrir son agence comme un professionnel libéral qui va travailler pour le marché. En même temps, il existe les autres qui décident de travailler à ce qu'on dit... comment dire, j'oublie encore en portugais, que c'est comme des agences qui travaillent pour mutirão. Mutirão, comment traduire mutirão? Merci. C'est le travail collectif associé que les gens travaillent collectivement pour construire le bâtiment, mais ils dépendent aussi des architectes qui aussi travaillent collectivement et qui sont là pour instruire dans le moment de la construction. Et ça, c'est un travail très important et qui est très mal payé, mais qui est très important au Brésil et qui a un côté très politique très fort. Mais ce que je vois maintenant, c'est aussi mais c'est pas seulement au Brésil, c'est au monde entier. Après la crise de 2008, il a commencé, tout ensemble avec le mouvement d'Occupy et tout ça, ces actions activistes de groupes collectifs qui travaillent, qui ne sont plus, qui n'attendent plus le marché qu'il vient pour le demander de travail. Ils sont plutôt travaillant déjà dedans la société, avec le commune, en pensant de problèmes en réalité. C'est un changement très important dans la carrière, je pense. Et je vois ça, ça c'est très fort en Amérique latine, et je vois que ça c'est très fort aussi en Espagne. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Bonsoir. Je viens du Brésil aussi. Et
Et en fait, il y a un texte de Françoise Fromono, publié par la revue Criticat, dont elle parle en fait, il s'appelle, je crois, c'est les manières de classer l'urbanisme. Donc en fait, dans ce texte, elle raconte un peu le passage de pouvoir, le passage du moment que l'urbanisme il était fait c'était une initiative de région, du pays, au moment de la décentralisation un peu de la France, et que avec avec l'apparition de mairies, etc. Et du moment en fait qui a commencé à se faire les projets urbains. Donc, en gros, l'idée, donc, elle parle en fait de 4 types d'urbanisme. Par exemple, l'urbanisme de composition, que c'est celui qui va un peu respecter l'archéologie du site, qui va reprendre en fait les formes du haussmannien, un peu, enfin pas vraiment haussmannien, mais du baroque, etc. Et après, elle parle aussi, par exemple, d'un urbanisme de programmation, que le projet de référence serait le Euralille de Koolhaas. Et bon, en fait, plusieurs de ce projet rentrent un peu dans l'histoire, enfin, dans l'époque postmoderniste. Et après, elle va parler aussi d'un urbanisme de révélation, que c'est plutôt le projet de référence, c'est celui de l'île de Nantes, un projet beaucoup plus participatif qui a duré, que s'est fait très lentement, enfin, etc., et beaucoup moins figé aussi formellement. Et bon, en fait, donc du coup, je parle de tout ça parce que ce que m'a fait réfléchir, en fait, tout ce que vous avez dit, etc., c'est que ici en France, même si c'est peut-être, un peu général d'essayer de classer les types d'urbanisme, mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu clair. Et pourtant, au Brésil, moi, j'ai l'impression qu'on trouve toutes sortes de projets comme ça. En fait, on trouve toutes sortes de projets. Par contre, c'est beaucoup plus... Si on devrait les faire rentrer dans une sorte de classification, c'est beaucoup plus flou, en fait, que... C'est beaucoup moins clair, parce que j'ai l'impression, quand on fait de l'urbanisme au Brésil, on doit toujours... c'est difficile de prendre un positionnement, parce que soit on tombe vers la gauche ou la droite, ou dans ce dualisme, en fait. Et du coup, voilà, c'est une réflexion que j'ai fait. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je ne suis sûr si j'ai bien compris qu'est-ce que vous avez demandé, mais oui, c'est vrai, je vois au Brésil multiples manières d'urbanisme en même temps. C'est pas clair si on voit un ou autre, sont tous mélangés, mais ce qui est pour ça aussi difficile de penser qu'est-ce que l'urbanisme aujourd'hui au Brésil. Est-ce qu'il y a un urbanisme en train de se faire? Par exemple, ces architectes que j'aime beaucoup, comme Vila Nova Artigas et Paulo Mendes da Rocha, par exemple, qui sont communistes et qui étaient, ils sont, dans le cas de Paulo, très importants jusqu'à aujourd'hui. Mais par rapport à la favela, par exemple, tout le temps, si tu vois Paulo Mendes da Rocha, aujourd'hui il a changé beaucoup. Mais 10 ans avant, qu'est-ce qu'il disait sur le favela? C'était
comme Artigas disait, non, ça, la favela, c'est une chose qui n'existe pas. C'est pas vrai exactement, mais comment dire, il faut bâtir le logement social, il faut faire de grands ensembles pour la population. Il n'y a rien à faire avec la favela. Il faut faire de nouveau dans d'autres espaces complètement différents. Et ça, c'est exactement la différence quand a surgi le PT, le Parti ouvrier, exactement dans les années 80. Et les architectes du PT, comme Nabil Bonduki, Raquel Ronick, Hermínia Maricato, qui ont commencé à penser à la favela comme une réalité. Ils ont proposé non, ça existe et c'est important et on doit penser quoi faire avec ça. Alors il faut urbaniser le favela, donner de l'électricité et tout ça. C'est la ville. C'est pour ça que c'est drôle parce qu'on a eu le postmodernisme au Brésil. C'est une absence incroyable. Le postmodernisme, qu'est-ce que c'est ça au Brésil? Il n'existe pas. Mais si on pense à l'échelle de la ville, c'est ça. C'est le réalisme un peu du Robert Venturi. Learning from Las Vegas était un moment très important de regarder la réalité. N'importe si la réalité était le vernaculaire américain, mais était la réalité, pas l'utopie. Et au Brésil, était comme ça, en regardant la favela et en pensant ça existe et il faut travailler sur ça et pas de penser sur de grands ensembles, d'autres choses. Ça, c'est l'urbanisme que j'aime plus. Et du coup, juste... Du coup, vous avez parlé avant de l'urbanisme, enfin de ces architectes qui... Parce qu'en fait, il reste beaucoup à faire en tant qu'infrastructure. Et du coup, ça, c'est par exemple une ouverture pour les urbanistes, en fait. Enfin, il reste à faire, du coup, voilà. Et du coup, vous pensez que ça ne... C'est-à-dire, on peut toujours faire un urbanisme plus proche des gens, plus proche de médiation, sans parler forcément d'infrastructure, etc. Oui, et en pensant sur ça, je dois dire que j'aime beaucoup un texte de Koolhaas qui s'appelle « Qu'est-ce qui a passé avec l'urbanisme ?» Whatever happened to urbanism. C'est un texte ironique, comme il fait en général, mais c'est très intéressant parce que ce qu'il dit là, c'est mais l'urbanisme est mort exactement au moment historique où il était le plus nécessaire. C'était la crise de l'urbanisme. Est passé un peu l'argument de texte et je agree, non, I agree. Hein? Agree? Je suis d'accord avec cette idée. C'est que d'une certaine façon, l'ancien rôle d'urbanisme comme compréhension à une grande échelle de l'espace urbain, a été remplacé par le joyau architectonique. Les grandes œuvres d'architecture qui aujourd'hui ont le pouvoir de transformer l'économie d'une ville pour une œuvre. Mais ça est exactement le phénomène qui présente la crise de l'urbanisme comme science compréhensible de l'espace d'une forme plus grande. Et je sais bien que Koolhaas est un des architectes qui exactement travaille sur ça. Mais dans ce texte, il propose une réflexion intéressante. Il dit, non, il faut retourner à l'urbanisme comme science capable d'organiser la société à l'échelle d'une ville et non
ces joyaux architectoniques qui sont comme de bombes, qui fait des choses complètement individuelles à partir d'un exemple seul. Je voulais juste faire une information un peu plus précise sur demain. Donc il y a une exposition sur Sao Paulo, des enquêtes faites par une vingtaine d'étudiants qui sont allés assez longuement et qui va permettre d'illustrer beaucoup des questions, la question des rez-de-chaussée, la question des grands espaces publics, etc., qui sont illustrés par je trouve, des très bons documents faits par les étudiants. Donc c'est dans le hall du pavillon du Brésil fait par Le Corbusier, ce qui est un grand honneur. J'espère qu'on ne va pas trop massacrer l'affaire, mais a priori, on essaie de tout faire pour que ce soit bien. Et donc, la conférence, il n'y a qu'une conférence demain, c'est celle de Guillermo, qui s'appelle Sao Paulo aujourd'hui, une cartographie impossible. Donc, c'est à suivre par rapport à ça, puisqu'il va changer d'échelle. Et donc, voir l'expo. Donc, je vous invite plutôt de venir à 6h30 pour voir l'expo. Ensuite, à 7h, il y aura la conférence. Ensuite, on pourra faire visiter l'expo et boire un pot après. Voilà. Donc, c'est à la Cité universitaire, au pavillon du Brésil. Si vous arrivez encore un peu plus tôt, c'est toujours intéressant d'aller voir le pavillon suisse, 1929, puis le pavillon du Brésil, enfin 1929, qui sont exactement les mêmes bâtiments, mais faits, construits très différemment. Voilà. Non, il n'y a plus d'autres questions? On a épuisé sur une ville aussi immense, c'est pas possible. Il y a bien encore une dernière question. Il y a des spécialistes de l'Amérique latine ici, ils vont bien... non? Pas de... Je serais juste tenté d'en poser une dernière. Est-ce que justement en Amérique latine, les exemples autour de pays, je pense à la Colombie, je pense de Medellín, sur l'espace public, dans les favelles, est-ce que ça n'a pas, chez les architectes au Brésil, ça ne les a pas amenés à repenser les choses autrement aussi? Est-ce qu'ils se sont nourris des expériences autour, ou bien ils restent dans leur milieu brésilien, ils pensent que comme c'est un grand pays, ils savent tout faire? Merci Francis. Et pour commencer à répondre, il faut dire que peut-être beaucoup de vous, c'est bien ça, mais qui dans l'Amérique latine, il y a une coupure. Et au Brésil, et les autres ne se regardent pas. Et c'est incroyable, c'est étonnant, mais maintenant c'est en train de transformer ces cadres. Peut-être Jean-François, c'est temps qui commence à proposer ce liaison. Mais à propos de votre question, je voudrais dire que quand j'ai étudié architecture aux années 90, je me rappelle très bien que ça a été un moment très dur au Brésil et peut-être au monde. Mais au Brésil, il a commencé très fortement la privatisation de tout à cette époque-là. Le modèle catalan qui est venu après les Jeux olympiques de Barcelone, qui a commencé à proposer l'idée de que la ville, il faut vendre les espaces pour le capital international, et aussi le référence, et alors le partenariat public-privé, qui était une formule, il y a encore une formule de quoi faire avec la ville à une grande échelle. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples intéressants, mais il y a beaucoup d'autres qui sont terribles. Et en même temps, de références théoriques, je me rappelle bien que je lisais à ce moment-là le livre « L'espace critique » de Paul Virilio,
qui disait, par exemple, que l'espace public était disparu par l'Internet et le système de delivery de marchandises. Alors la ville irait se transformer en une chose immatérielle. Bon, pour quelqu'un qui étudiait architecture à ce moment, c'était terrible. Je me rappelle que je pensais, ah bon, mais c'est mieux mourir. Je ne sais pas, d'espoir totalement. Mais les choses ont changé. Et l'exemple de Colombie est très important pour ça. Et ça, c'est très important parce que la sensation qu'on avait aux années 90, c'était qu'il ne restait pas rien à l'État, au pouvoir public. Il faut faire tout pour le privé. Et Colombie a montré que non. Ça, c'est très important. Dans une ville comme Medellín, mais pas seulement là, mais à Medellín, une ville avec des violences terribles, un pays détruit par la guerre civile, tout ça, le pouvoir politique d'un maire et du gouvernement central décide de faire une chose et il réussit. Et il peut changer la ville avec des systèmes d'espace public, de transport, de librairie, de tout ça. Alors après ça, on a dit, ah bon, mais ça c'est possible. Est-ce que ça c'est possible? Quelqu'un a dit que non. Et ça était très important. Et je pense le Forum social mondial qui a commencé juste au Brésil en 2001. Il y avait comme une transformation, je ne sais pas comment dire, mais presque mystique dans le monde après le passage du siècle. Quelque chose a montré que c'était possible de changer le monde, je pense. Par exemple, en 1999, le grand manifestation de Seattle contre les organisations mondiales, très fort à ce moment-là. Et à 2001, la manifestation des zapatistes au Mexique, qui ont croisé le pays jusqu'à la capitale. Tu vois, deux choses très importantes exactement dans le passage du siècle. Et bien sûr, on doit penser à l'11 de septembre, qui est aussi, bien sûr, je ne défends pas le terrorisme, mais c'était un acte très fort contre le système, ce qui a montré que le système n'était pas indestructible du point de vue symbolique. C'est pour ça il me plaît de faire la liaison entre tous ces événements et Medellín et le Forum social mondial et après l'activisme d'aujourd'hui et toutes les possibilités qu'on voit de qu'on peut changer. On peut changer quelque chose dans la ville et peut-être va terminer comme vive la révolution. Mais c'est un peu ça. Merci.